Bonjour Usul. Bonjour. Alors tout d'abord, merci d'être avec nous pour ce Facebook Live. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Dans un instant, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à Usul qui est ici. Mais d'abord, on va peut-être revenir rapidement sur votre parcours. Vous avez débuté sur Dailymotion en 2008 avec une émission qui était consacrée aux jeux vidéo. Ça s'appelait le 3615 Usul. 6 ans plus tard, vous changez de direction pour vous lancer dans le documentaire engagé. Avec votre série Mes chers contemporains, vous passez au crible la pensée de BHL, Elisabeth Lévy ou encore Frédéric Lordon. Et c'est pour vous une manière de parler de notre époque à travers quelques-uns de ses représentants. Avec une vraie maîtrise du montage et non sans humour, vous opérez une critique du système médiatique, notamment à travers quelques-unes de ses représentations. Le succès n'a pas tardé. Aujourd'hui, vous avez 200 000 abonnés à votre chaîne YouTube et certaines de vos vidéos dépassent même les 700 000 vues. Vous collaborez aussi tous les 15 jours au site internet Mediapart avec une vidéo qui s'appelle L'ère de la campagne. En somme, vous avez un petit peu mis la gauche critique au goût du jour sur Internet. Alors, première question, sans vouloir à tout prix mettre d'étiquette sur votre travail, quel est votre statut, puisque vous êtes à la fois archiviste, activiste, vidéaste et journaliste. Qu'est-ce que vous en pensez finalement ? C'est vrai qu'on peut faire plein de trucs sur Internet. On pourrait même juste faire juste du militantisme, on peut essayer de tourner ça de manière un peu plus journalistique. Mes chers contemporains, c'est plus documentaire, mais il y a une visée du coup didactique. Bon, c'est long, c'est un format long, donc on peut se permettre d'aller au fond des idées pour déblayer un petit peu des trucs de fond, quoi. Et sur l'ère de la campagne, c'est beaucoup plus court. Donc là, ça tient plus de l'édito politique un petit peu enlevé, quoi, avec des images d'archives aussi toujours parce que j'aime bien ça. Et c'est clair que la fonction n'est pas la même. Là, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'édito. Donc là, je suis plus éditorialiste vidéo, admettons, je sais pas, un truc comme ça. D'accord. Alors, plusieurs youtubeurs considèrent que vous êtes un petit peu le pionnier, finalement, de la vidéo politique de gauche sur Internet. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à passer des jeux vidéo, enfin, ces vidéos, vous parliez déjà pas mal de politique, mais à des vidéos proprement politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce... Comme je l'ai beaucoup dit, en fait, un des vrais pionniers des vidéos politiques sur Internet, c'est plutôt Alain Soral. Donc, ça a été aussi le succès croissant. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça redescend. On commence à croiser des gens qui sont revenus des trucs de Soral et qui disent « Ouais, non, c'est vrai que c'est con, c'est un peu simpliste, etc. » Mais à l'époque, donc il y a, je sais pas, oui, en 2008, 2009, 2010, 12, je sais pas, les gens qui cherchaient en effet à s'appareiller idéologiquement, intellectuellement, de manière critique, parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le système médiatique, dans le système économique, etc. Et ben ils avaient Alain Soral qui était là, disponible en vidéo sur Internet, dans des formats assez détendus, où il était là sur son canapé. Bon, ça marchait bien. Et quand j'ai vu en effet que même autour de moi, je rencontrais des gens qui me disaient, moi, ma pensée politique, c'est Alain Soral. Je dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on a raté, quoi ? Avant, les gens, ils se politisaient autrement. Maintenant, ils ont l'air de se politiser comme ça, et nous, on n'est pas là. Donc, Mais justement, l'extrême droite, ce qu'on appelle la fachosphère, elle est présente depuis une dizaine d'années sur les réseaux sociaux, avec justement Soral ou Dieudonné. Et pourquoi est-ce que la gauche a mis autant de temps finalement à réagir et à se développer sur les réseaux sociaux ? C'est très simple. L'extrême droite, ils savent depuis très longtemps que les médias ne sont pas tellement de leur côté. On va dire, quand je dis les médias, évidemment, on parle des médias dominants, généralistes. Tiens, chez vous, par exemple, vous n'êtes pas spécialement orienté pro-Soral, donc ni pro-Le Pen. Donc ça, ils le savent, et ils savent qu'ils sont mal reçus, même à France 2. Donc ils avaient un discours anti-média depuis super longtemps, qui a fait que quand ils ont eu ce champ-là d'ouvert d'Internet, ils se sont dit, mais on peut faire de la politique là. Là, on n'est pas emmerdé. Là, il n'y a personne au-dessus qui tamponne, qui donne des invitations ou pas, qui nous appelle ou pas. On fait ce qu'on veut. Donc ils ont été les premiers à sauter là-dedans, quand les gens de gauche avaient, quant à eux, même du côté de la gauche critique, encore beaucoup de tribunes de disponibles. On pouvait écrire un article pour le Monde Diplo, on pouvait, si on était universitaire, continuer à faire des conférences, même si ça dépend un peu des milieux. Chez les économistes, c'est plus compliqué, mais dans les sciences humaines, de manière générale, il y avait quand même des tribunes pour des gens comme ça, où il y a tout un réseau, ils pouvaient écrire des livres, édités par des maisons d'édition, normales, ou à peu près. Ils avaient des circuits à eux, des circuits légitimes en plus. Donc pourquoi aller se perdre à faire de la contre-culture sur Internet ? Et est-ce que plus récemment, un mouvement comme Nuit debout a contribué à l'émergence d'un discours de gauche sur YouTube, ou alors est-ce que ce discours de gauche a précédé Nuit debout ? Comment est-ce qu'on peut articuler ces deux choses ? Ouais, pour ce qui est des vidéastes de gauche, là que je vois que j'ai en tête, ils étaient là avant Nuit debout, ils ont essayé de participer comme ils pouvaient, on avait fait On vaut mieux que ça aussi avant le mouvement Loi Travail.
Mais je pense que oui, les deux se nourrissent. Il y a eu Télé Debout qu'ils ont tenté de faire, Nuit Debout. Ils ont aussi compris que la question des médias, elle était aussi centrale dans le combat qu'ils voulaient mener, et ça n'a pas manqué, parce qu'au début, les France 2 et compagnie étaient assez sympas avec Nuit Debout, puis ça a vite, ça a un peu changé au bout d'un moment, quoi. Au fur et à mesure des évacuations, il y avait des violences, bon, ça devenait de plus en plus évident qu'il valait mieux montrer des violences, montrer des trucs comme ça. Et donc, Nuit Debout, ils se sont rendus compte aussi que, oui, la question médiatique, ils le savaient déjà, je pense, la question médiatique, elle est centrale. D'accord. Et donc vous avez mentionné le monde diplomatique et vous développez une pensée critique à l'égard des médias, un petit peu dans la lignée des nouveaux chiens de garde de Serge Halimi. Et au fond, est-ce que vous ne représentez pas une alternative au journalisme politique traditionnel ? Je prends beaucoup au journalisme politique traditionnel. Quand j'écris l'ère de la campagne ou des trucs comme ça, finalement, je prends beaucoup aux éditorialistes ou aux billets politiques qu'on peut entendre à la radio le matin. C'est juste que moi, il y a des vidéos. Voilà, le ton est un petit peu peut-être plus ironique que ne se le permettrait un journaliste. Parce que voilà, il a cette espèce il veut tendre vers une espèce de neutralité factuelle un petit peu plus soft. Moi, je m'en fous. Et l'autre truc, c'est que ça, j'ai ça comme référence. Donc finalement, c'est du journalisme politique un petit peu rénové. L'autre, c'est les documentaristes, en fait. Moi, je suis vachement inspiré par, en effet, le docu, Les Nouveaux Chiens de Garde aussi, et puis Pierre Carle avant lui, et puis donc ça, c'est Gilles Balbast pour Les Nouveaux Chiens de Garde. Mais il y a toujours eu une tradition aussi du documentaire politique un petit peu engagé. Ça faisait partie d'ailleurs des refuges qu'avaient toujours les gens de gauche radicales. Surtout des mecs comme Pierre Carle qui se faisaient virer du circuit médiatique classique, et ben ils allaient se réfugier dans les salles obscures. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'aller se réfugier dans les salles obscures, on peut aller sur Internet, on peut même démarrer sur Internet. Mais justement, sur YouTube, ce qui est intéressant, c'est que ça suppose un dispositif horizontal d'interaction avec ses abonnés. Et vous, comment est-ce que vous concevez cette interaction ? Qu'est-ce qu'elle permet ? Faut être à l'écoute, je pense, de ce qui se dit en effet sur le moment. Bon, évidemment, je lis les commentaires, je lis énormément de commentaires. Et moi, je le vois plus comme ça. Après, pour autant, j'ai pas d'interaction très très régulière. Moi, je préfère les interactions. Ce que je fais beaucoup, c'est de tourner un petit peu, de faire des confs, d'aller dans des facs, d'aller à la rencontre des gens pour de vrai. Non pas que je veux pas dire qu'on les rencontre pour de faux sur Internet, mais sur Internet, j'ai l'impression que je fais mon boulot, c'est de faire des vidéos. Donc je fais des vidéos et c'est vrai que je fais pas des lives, je fais pas souvent des lives, en effet, où je réponds des questions. Je fais même pas de FAQ d'ailleurs. Mais par contre, les conférences, ouais, aller dans des lieux où on rencontre directement les gens, parce qu'il y a un échange qui va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'après on boit un coup, après on discute avec les gens. Et bon, je préfère ce contexte-là, un truc plus formel, Internet, posez-moi vos questions, qui est pas vraiment horizontal en fait, qui reste très vertical. Posez-moi vos questions. Tu vois, c'est très bon. Non, moi j'aime bien faire mon truc et qu'on me pose pas de questions. Et après, quand je suis chaud, je vais voir les gens et je fais les confs. Bon, en attendant, on a quand même quelques questions. Alors, Camille nous demande où peut-on trouver des médias totalement objectifs ? Nulle part, Camille. Bon courage si tu veux trouver des médias complètement objectifs. Ça n'existe pas. Non, aucun média ne peut être objectif. Objectif, ça veut rien dire. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un horizon, au mieux. On recherche à essayer de mettre le plus possible, et je le fais aussi, même si ça ne se voit pas nécessairement, dans l'ère de la campagne, j'essaye quand même aussi, de temps en temps, de mettre un peu mon opinion de côté, et à être un peu plus factuel, plutôt que de dire des trucs méchants, j'essaie de le dire de manière neutre. Bon, mais ça, finalement, tous les journalistes le font, et tous les journalistes sont obligés de le faire. Rien n'est neutre. Bah voilà, tiens, je peux te renvoyer, Camille, sur ma vidéo sur le journaliste, sur David Pujadas, qui fait 1 heure pour expliquer qu'on ne peut pas faire de médias neutres, quand bien même on le voudrait, quand bien même on le souhaiterait. Les gens sont inscrits dans le champ social, ils ne parlent pas de nulle part. Un journaliste parisien blanc de 45 ans a le point de vue d'un journaliste parisien blanc de 45 ans, surtout dans les médias dominants. S'il gagne ce qu'il gagne, il a le point de vue de sa classe sociale aussi. C'est pas absurde. Et c'est pas... On peut pas faire sans. Le truc, c'est que ce qui est intéressant avec Internet, c'est qu'il y a des points de vue d'autres classes sociales qui peuvent s'exprimer. Il y a des points de vue qui peuvent s'exprimer de plein d'autres points du champ social. Donc la neutralité, personne ne l'a. Par contre, on peut essayer de trouver du pluralisme. C'est ça qu'on peut faire. Le pluralisme, c'est un horizon qu'on peut essayer de viser. D'accord. Là, on a une deuxième question qui est un petit peu dans le prolongement de la première. C'est comment analyser le
le décodex du Monde. On sait que Frédéric Lordon a écrit une tribune dans le Monde diplomatique qui n'était pas très tendre avec le décodex de nos confrères du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça prolonge un petit peu la première question. Oui, mais moi j'ai un point de vue qui est très similaire à celui de Frédéric Lordon là-dessus, et qui prolonge en effet, c'est ça, c'est-à-dire le décodex du Monde, peut-être expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément. En gros, sur le Monde, ils se sont arrogés le droit de noter la fiabilité des sites internet devant cette peur panique de la bourgeoisie qui voit que les gens sont en train de suivre n'importe quel site, de suivre n'importe quoi, plutôt que de suivre ces médias à elles, ces trucs bien institués, Le Monde par exemple, le journal de référence. Et ben donc Le Monde, ils se sont mis à mettre des vignettes aux gens en disant oui, ça c'est fiable, ça c'est pas fiable, là il y a trop d'opinions, là il n'y a pas assez de faits, voilà, de fact-checker tous les sites un par un dans un espèce d'annuaire. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes quand, par exemple, c'est Ruffin qui a gueulé, qui a dit c'est pas parce que... À cause de Fakir. À cause de Fakir, voilà, Ruffin qui est le rédacteur chef de Fakir, le gars qui avait fait Merci Patron, il a gueulé parce que lui, il a eu la vignette orange. Et il dit, mais moi, certes, j'assume, je fais de l'information, donc je suis journaliste, il a fait une école de journalisme, donc je suis journaliste, donc moi j'ai des sources, je fais des enquêtes et tout, mais je suis orange parce que je marque trop mon opinion politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Monde, il n'y a pas d'opinion politique? Vous ne marquez pas vos opinions politiques? Alors eux répondent, oui, mais on sépare, il y a les éditorialistes d'un côté qui, eux, ont le droit de donner leur opinion, et puis de l'autre côté, les journalistes qui, eux, font de l'objectif. Donc on voit bien qu'il faut croire à l'objectif pour croire à ce truc-là. Et l'enjeu, il y a un vrai enjeu de classe, en fait, il y a un vrai enjeu de combat, à dire, mais d'où vous donnez ce monopole? Ça peut être intéressant, je veux dire, d'avoir un catalogue qui dit tel site est plutôt pas fiable, tel site... mais à ce moment-là, on fait un truc comme Wikipédia, où les gens peuvent... ou un truc participatif, démocratique, pas quelques personnes qui font en conf de rédac la liste des sites et disent oui, non, pas trop, oui, très bien. Ça pose des vrais problèmes. Que ce soit plus horizontal dans le... Mais parce qu'Internet fonctionne comme ça. Et c'est sans doute pour ça aussi que ça a été mal reçu. On ne fait plus comme ça. On ne fait plus comme ça. On n'attend pas d'en haut qu'on nous dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et plus il y a des gens qui vont continuer à essayer de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, plus il y a des gens en dessous qui vont dire mais barrez-vous, de quel droit quoi. Voilà, je pense. Et vous, pour votre part, vous collaborez avec Mediapart. Votre communauté d'abonnés, est-ce que elle vous l'a reproché ou est-ce qu'elle vous a demandé de vous expliquer ou par rapport à une collaboration avec un média établi? Oui, en même temps, moi à la base j'étais sur jeuxvideo.com. Donc j'ai pas démarré tout seul dans mon coin sur YouTube en indépendant. J'ai déjà démarré en lien avec une rédaction. Donc j'ai fait 2 ans là-dessus et je pense que les gens ont vu que ça m'a pas empêché de garder une certaine liberté de ton. Après, là où il y en a qui émettent une critique qui est légitime, c'est sur le format. 5 minutes, en effet, je peux moins développer que sur mes chers contemporains et il y a peut-être moins de fond. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours un petit peu de fond, un petit peu de truc, mais c'est vrai qu'en 5 minutes, on peut pas rentrer autant dans le vif du sujet, développer et faire des trucs complexes. Donc ce serait surtout sur le format. Après, je pense que le public que j'avais agrégé avant a plutôt un œil bienveillant à l'égard de Mediapart. Mediapart ne se traîne pas une sale réputation. C'est pas comme si j'étais allé à TF1, enfin chez Bouygues, quel qu'il soit, ou chez Bolloré, quoi. Ça va. Je suis pas chez Hanouna non plus. Je suis à Mediapart, c'est pas... Voilà. Je pense que mes concessions, elles sont minimales, surtout d'un point de vue éditorial, quoi. Je suis plutôt dans la ligne. Finalement, vous travaillez exactement de la même manière que quand vous faites mes chers contemporains. Voilà, la contrainte étant le temps, et puis là, le fait que... moi, je me suis autorisé cet exercice parce que c'est la campagne électorale. Et l'ère de la campagne, c'est pendant la campagne. Donc après, il y aura d'autres choses. Moi, il y aura sans doute du Mes chers contemporains qui va reprendre. Mais là, c'est la campagne, c'est une période un peu exceptionnelle. Et décrypter un petit peu les discours et essayer de montrer un petit peu la permanence idéologique de certaines choses. J'essaie quand même d'aller un peu au fond avec ce truc de 5 minutes. Mais c'est vrai qu'on a moins le temps. Ce qui est bien, c'est d'avoir vu Mes chers contemporains avant, pour après voir ça, je pense que c'est plus simple. Oui, c'est une bonne introduction. En tout cas, vos vidéos, elles marchent très bien. Et là, on a une question de Jean qui nous demande, est-ce que la légitimité d'un youtubeur vient-elle uniquement du nombre de vues de ses vidéos? Ah bah c'est plus compliqué que ça. Oui, j'imagine. C'est même plus compliqué que ça. Après, voilà, la légitimité, c'est pas un truc qu'on peut mesurer objectivement. Il y a une légitimité quantitative, il y a une légitimité qualitative. Là, par exemple, là, je suis à Télérama. C'est, mine de rien, c'est vous qui me donnez de la légitimité en m'invitant. Et ça, mine de rien, ça compte aussi. Donc,
c'est dans le regard aussi des gens, comment ils le reçoivent. Il y a une légitimité symbolique aussi. La légitimité, voilà, ça se construit. C'est les trucs dans lesquels les gens croient. Tant que les gens croient que vous êtes légitime, vous êtes légitime. Si les gens ne le croient plus, ils ne le croient plus. C'est pas proportionnel au nombre d'abonnés. On peut avoir un nombre d'abonnés considérable et ne pas être légitime du tout sur tel champ, s'emparer ou pas. Plus on est légitime sur ce sujet, pas sur tel autre. C'est compliqué, la légitimité. Mais par rapport à cette question de nombre d'abonnés, est-ce que vous pensez que vous avez atteint un seuil critique ou est-ce que vous pensez que vous pouvez encore convaincre des gens de vous suivre ou pas? Ou est-ce que je me pose pas du tout la question du nombre d'abonnés. En fait, mais c'est honnête, hein, c'est-à-dire que c'est pas démago, je me la pose pas du tout. Je me pose la question de est-ce que je fais une bonne vidéo? Est-ce que la vidéo elle-même elle tourne? Et d'ailleurs, mes vidéos sont beaucoup plus regardées que le nombre d'abonnés que j'ai. Or, chez les gens d'habitude, c'est le contraire. Ils ont beaucoup d'abonnés parce que c'est un rendez-vous régulier et les gens ne les regardent pas toutes. Moi, j'en fais assez peu pour qu'ils puissent les regarder toutes et que des gens qui ne sont pas abonnés viennent les regarder. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les vidéos. Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'elles sont faites? Et laquelle je vais faire après? Est-ce qu'elles sont diffusées dans quel contexte aussi? Parce que je sais que par exemple, mes vidéos elles peuvent servir de support dans des cours. Peuvent servir de support dans des soirées. Là, il n'y a pas longtemps, il y a Rébellion à Lyon pour la marche du 19 mars qui a fait une projection de ma vidéo sur les flics. Bon, bah, ça compte pas comme un nombre de vues. Donc on voit bien que on dépasse la question du nombre de vues. Vous êtes sorti hors du cadre strict de YouTube. Du nombre d'abonnés ou je sais pas quoi. Ça, c'est... Je m'en fous tant que la vidéo, elle est... Même demain, YouTube, il peut supprimer mon compte, ça supprimera pas la vidéo. La vidéo, on peut la trouver en torrent, la vidéo, elles seront quelque part ailleurs. Je m'en fous un peu du compte YouTube. C'est en ce sens-là que, ouais, je m'en fous un peu. Je veux dire, heureusement qu'il est là pour diffuser les vidéos, mais c'est les vidéos qui comptent, pas la chaîne, les abonnés. Je pense pas trop en termes de chaîne, en fait. Et alors, vous disiez que vous avez collaboré avec Mediapart par rapport à vous profitiez de la campagne pour faire des vidéos. Et justement, on a beaucoup entendu dire que cette campagne présidentielle 2017, c'était la campagne de YouTube. Alors, c'est certainement raccourci. Néanmoins, qu'est-ce que traduit l'intérêt croissant des politiques pour cette plateforme? Et ça rejoint une question de Kenji qui nous demande que pensez-vous des chaînes YouTube des politiques. Alors on rappelle que c'est surtout Mélenchon qui s'en tire très bien, mais Benoît Hamon s'y est mis, Nicolas Dupont-Aignan aussi fait des vidéos de décryptage, Macron aussi vient de s'y mettre. Asselineau, oui, c'est l'UPR, le petit parti qui monte malgré le silence des médias. Attention, hein. Et vous, finalement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette arrivée assez tardive des politiques sur YouTube? C'est très drôle. Évidemment, chaque cas est assez spécifique. Ils ne le font pas tous dans le même esprit, ils ne le font pas tous de la même manière et avec les mêmes arrière-pensées. Par exemple, Philippot, il y a une espèce de truc très grossier chez Philippot, c'est qu'il va utiliser des trucs de geek, mais des espèces de trucs, mais... Enfin, c'est ridicule parce que lui, je veux dire, son discours a rien de geek. Hein. Il va faire son explication de faf normale, son truc, oui, l'Europe, bon, ces trucs. Une espèce de truc un peu pédagogique, plan-plan, qui marche vraiment pas bien parce qu'il prend manifestement les spectateurs pour des cons. Et les spectateurs s'en rendent compte. Donc ça marche pas, il y a plein de trucs qui marchent pas. Il a beau leur faire des appels du pied, des clins d'œil geeks comme ça, avec des Nyan Cat et des peluches de Mario en arrière-plan, ça prend pas. Donc, c'est vrai que tout le monde s'est un peu moqué de cette chaîne très artificielle. Et oui, et Asselineau, ses vidéos marchent mieux, mais il n'a pas besoin de mettre Mario pour que ça marche mieux. C'est pas parce qu'on fait « Hé les gars, c'est geek » que ça va marcher sur Internet. Donc ils n'ont pas tous la même lecture du truc. Asselineau, par exemple, il est sur le net parce qu'on l'invite pas assez chez Ruquier. Donc lui, il se dit, Routel Krief m'appelle pas, moi j'ai ma chaîne, je fais mes confs, je les diffuse, et ça marche, il a sa petite secte, il n'y a pas de souci, ça tourne bien, il a son petit business, il a même réussi à amasser assez de gens pour aller chercher les parrainages, et je vois aujourd'hui des gens qui découvrent Asselineau, mais quand on est sur les réseaux, ça fait des années qu'on le voit monter, Asselineau, enfin monter. C'est un grand mot, mais qu'on voit ces fanatiques dans les commentaires qui sont là, vous connaissez l'UPR, vous connaissez l'UPR, c'est bon, on connaît l'UPR, quoi. Ah là là. Donc voilà, lui, il a... Mais en plus, à l'extrême droite, ils faisaient ça au tout début. Au tout début, ils avaient cette stratégie très organisée de il faut absolument aller spammer les commentaires du monde, il faut aller... Ils étaient organisés comme ça. Ils continuent de le faire. Sur égalité et réconciliation aussi, ils ont des doctrines. En fait, c'est des doctrines comme on pourrait avoir des doctrines de guerre, quoi. Eux, c'est ça leur doctrine. Et là, eux, ils sont sur un espèce de spam complètement frénétique qui est, à mon avis, assez stérile, quoi. Enfin, je sais pas si ça marche, mais j'imagine que ça marche un peu. Je crois que c'est les conférences qui marchent.
Je crois que c'est les En conférences. tout cas, celui qui marche le mieux sur YouTube, c'est Mélenchon, parce C'est qu'il Jean-Luc. semblerait qu'il ait intégré l'idée d'authenticité dans le rapport avec ses abonnés. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose d'assez drôle, finalement, à voir des hommes politiques ou un homme politique aguerri comme Mélenchon reprendre les codes qui ont fait le succès de Cyprien ou d'youtubeurs plus proches de vous, comme Osons Causer? Je le vois pas comme ça. Moi, Jean-Luc Mélenchon, je le vois comme un espèce de vieux prof d'histoire. Bon, on est d'accord. Il fait des petites blagues, mais c'est des blagues de prof. Hein, ça fait marrer les blagues de prof. Si le prof est drôle, ça marche. Lui, il est drôle, donc ça marche. Pour autant, je pense que les gens qui regardent Mélenchon, il y a eu un dialogue en fait très marrant qui s'est fait. C'est-à-dire que Mélenchon, il n'est pas arrivé avec des peluches Mario pour dire « Hey les geeks, poète, clin d'œil ». Si Mélenchon, à un moment, s'est mis à faire un clin d'œil à jeuxvideo.com, c'est parce que jeuxvideo.com a récupéré Mélenchon. Ça s'est fait complètement dans l'autre sens. Mélenchon, il est venu et il a donné Mélenchon du mieux qu'il a pu. Il s'est posé dans le canapé, il s'est dit dans un dialogue comme ça, j'aurais sans doute l'air plus sympa que si en effet vous me mettez en face Vanessa Biographe qui m'emmerde avec des chiffres. Là, au moins, je peux développer les trucs que je veux, je suis plus détendu, je souris. Et les gens se sont dit, putain, il y a un truc naturel, quoi, il y a un truc un peu frais, ça marche bien Mélenchon dans son truc. Et eux-mêmes se sont mis en fait, comme on se moquerait d'un prof avec gentillesse, un prof qu'on aime bien, mais on s'en moque parce que c'est un prof. Mais Mélenchon, c'est un papy sympa, quoi. Donc les gens s'en sont emparés en se disant c'est marrant, quoi. C'est un peu vintage et en même temps on voit qu'il essaie de faire un effort, mais il le fait pas de manière aussi grossière que l'autre. Donc il y avait pas l'autre encore à l'époque. Il le fait sans mépris. Quand il essaie d'expliquer des trucs, moi je vois pas de mépris. Il est là, il fait les gens, bon, je vous l'ai dit, l'économie de la mer, voilà. Mais il a ses trucs, mais il explique à chaque fois, mais il explique pas en prenant les gens pour des cons, en essayant de monter le niveau, mais parce que c'est un intellectuel aussi, donc il aime bien essayer de faire prendre de la hauteur aux gens, et les gens lui sont redevables pour ça, quoi. Mais est-ce que sa présence assez efficace sur YouTube, est-ce qu'elle peut lui permettre de gagner en influence auprès des 15-25 ans? Parce qu'il y a des gens qui semblent dire que finalement c'est un public un petit peu captif et que c'est forcément des gens déjà convaincus qui vont aller l'écouter. Est-ce que... Alors, déjà, c'est quand même considérable de faire à peu près 150-200 000 vues par vidéo hebdomadaire. C'est énorme. Moi, je fais pas ça. Philippot, encore moins. Philippot fait 10 fois moins. Donc, déjà, il a quand même un public. C'est pas seulement un petit public captif de fanatiques comme Asselineau. Tu vois. C'est vraiment un truc... il a un public vraiment plus large. Et ensuite, la stratégie, c'est pas seulement de faire exister son discours, c'est de mobiliser des gens qui, après, se retrouvent plus tard, eux, entre eux. Par exemple, il a donné le Discord de la France Insoumise. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est qu'un Discord. Donc, voilà, il faut peut-être l'expliquer. Voilà, un Discord, c'est une sorte de Skype ou de truc où on se retrouve tous ensemble, on peut parler en audio avec le casque. Et sur le Discord de la France Insoumise, mais ils sont une quarantaine, 80 connectés presque toute la journée. Et c'est depuis ce Discord qu'ils vont se coordonner, essayer eux-mêmes d'envahir le réseau de manière assez décentralisée, parce que Mélenchon, il donne pas d'ordre. Mélenchon, il dit juste, si vous voulez, vous vous retrouvez là. Et d'ailleurs, c'est même pas lui qui a créé le Discord. Le Discord, c'est eux qui l'ont créé. Eux, ça peut être des gens qui, pour une part, venaient de jeuxvideo.com, pour une autre, venaient de nulle part, ou sont venus à travers les vidéos, ou alors le suivaient déjà depuis longtemps, mais il y en a qui l'ont découvert, cette campagne-là. Il y a les primo-votants, en plus, qui sont assez jeunes, qui ont 18 ans, qui se rappellent peut-être pas de la campagne de 2012. Donc, le truc, c'est que maintenant, eux, comme une espèce de cellule autonome où chacun fait ce qu'il veut, vont continuer à faire exister Mélenchon. Par exemple, il était chez Europe 1 il y a une semaine et quelques, et à un moment, on a dû lui poser une question à la con, encore comme d'habitude, et il a relevé la tête avec un espèce de regard noir comme ça. Oui. Et ben ils ont pris ce truc, ça a été isolé, c'est devenu un gif, c'est devenu un émoticône à part entière, et on a vu popper dans nos timelines, Twitter, Facebook, la gueule de Mélenchon comme ça, qui fait que, mine de rien, il occupe l'espace par des trucs aussi bêtes. Et là, il n'y a pas son message politique, il y a juste sa présence. Elle est là. Et mine de rien, elle est beaucoup plus là sur Internet, en effet, que dans les médias généralistes. D'accord. Parce que justement, Hugo nous demande quel regard portez-vous sur le traitement médiatique de cette campagne présidentielle. Donc, au-delà des réseaux sociaux, de YouTube, de Discord, justement sur Europe 1, des chaînes plus généralistes, quel est votre regard sur le traitement de la Moi, je pense qu'on ne parle pas assez d'Emmanuel Macron et qu'on ne fait pas assez d'éloges d'Emmanuel Macron. Je pense que ça manque, qu'on pourrait en faire encore plus.
je pense, vraiment. Parce que là, voilà, en plus, ils sont en train de se dire que plus on fait l'éloge d'un candidat, plus il a de chances de se planter, mais ils le font quand même. C'est leur préféré, mais c'est relativement manifeste et ça tient à une espèce d'endogamie sociale aussi dans un certain milieu journalistique. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'ils nous bassinent avec le fait qu'il n'y a qu'une seule voie possible, que le clivage gauche-droite, ça va bien tant qu'on fait la politique libérale qui va bien. Lui, il propose de faire tout ça. Il est un espèce de rêve incarné quoi, pour beaucoup de gens. Donc, en effet, ils sont assez obsédés par Macron. Les affaires ont fait que, on a, franchement, Fillon, c'est un gag, quoi. C'est un gag, chaque jour, il y a un nouveau truc. Donc ça a pris une place folle, c'est devenu insupportable. En effet, mais je pense que ça a aussi amené les gens sur Internet. Oui, justement, parce que j'ai l'impression que la campagne existe. La campagne des idées. La campagne des idées existe sur Internet. Et notamment, la semaine dernière, il y avait une enquête dans Libération qui montrait que parmi les vidéos les plus virales, c'était pas forcément celles du Monde, du Figaro, enfin de BFM, mais de youtubeurs comme Osons Causer. Et donc, ça tendrait à prouver que la campagne existe vraiment sur Internet, quoi. Mais Facebook, c'est devenu le café du commerce, maintenant. Facebook, il n'y a pas que nous qui y allons, il y a surtout nos parents, en fait. C'est même presque carrément un truc de vieux. Et au Café du Commerce, qu'est-ce qu'on fait ? On s'échange des trucs, et ça s'échange bien, en fait, au Café du Commerce. Un épisode comme ça qui dit « Oui, regardez les scandales, regardez ou qui dit « Oui, Macron, c'est la finance », c'est léger, ça s'échange facilement. Et les gens, mine de rien, c'est dur d'articuler soi-même, quand on n'a pas l'assurance et la culture politique, d'articuler soi-même un petit billet d'humeur politique sur Internet. C'est beaucoup plus facile de diffuser un truc déjà fait, très regardable, que de soi-même dire oui, faire un petit post pour dire Macron, candidat de la finance, parce que ceci, parce que cela, Rothschild, tout ça. Bon, lui, il fait, Osons Causer, ils font ce petit truc, ce petit item qui va être partagé très facilement, que les gens auraient presque pu écrire eux-mêmes, qu'ils en ont marre des scandales, qu'ils en ont marre de ça. Donc je pense que oui, ça marche bien. D'accord. Et Élise aimerait savoir si Internet et cette génération de youtubeurs politiques dont vous faites partie et dont fait partie aussi Osons Causer, est-ce qu'elle s'inscrit dans une réelle démocratisation des sciences sociales ? Puisqu'effectivement, la plupart des youtubeurs politiques ont quand même une vraie formation en sciences sociales. Et donc, est-ce que ça permet une démocratisation finalement de ces sciences sociales ? J'aimerais bien. Pas tout le monde, mais je veux dire, tout le monde ne met pas les sciences sociales à la même place que ce que d'autres essaient de faire. J'aimerais bien, ouais, mais les sciences sociales, en vrai, c'est génial, hein, pour comprendre plein de trucs. C'est génial. Ça montre juste que peut-être qu'il n'y en a pas assez à la télé, en fait. Si les gens sont si friands de découvrir aussi plein de choses, de découvrir des pensées critiques qui, évidemment, se nourrissent de sciences sociales. Et tiens, je pense par exemple à ceux qui font des trucs sur l'histoire aussi. L'histoire et comment ça nourrit aussi. Il y a même maintenant des historiennes, je pense à Mathilde Larère et Laurence Decoq, je crois, qui ont investi maintenant les réseaux avec des vidéos, avec des tweets, avec des trucs, en se disant mais ça apporte beaucoup au débat public, les sciences sociales. Ça remet un peu les pieds sur terre aussi à des gens qui vont partir dans des discours délirants sur l'identité, sur je sais pas quoi. Ça fait du bien d'avoir des sociologues qui s'investissent, des historiens qui s'investissent, et puis des gens, parce que c'est un métier en fait à part entière que d'essayer de faire passer ces idées-là. Je pense que mes collègues des détricoteuses sur Mediapart le font et s'investissent pas mal là-dedans, mais tout le monde n'y arrive pas forcément. Tous les universitaires sont pas forcément des as de la vulgarisation. Donc c'est bien que certains vidéastes aussi essaient de faire ce travail un petit peu de transmission, parce que moi en effet ça fait partie de mes outils premiers. Je suis toujours en train de bouquiner des sciences sociales, je bouquine que des sciences sociales. Et sans ça, je peinerais à comprendre bien des choses. Ouais. Et ça nourrit beaucoup de mes vidéos, même l'ère de la campagne. À chaque fois, il y a un petit peu de sciences politiques de glisser, comme ça, ou de sociologie. Ça serait bien que ça se démocratise un petit peu encore plus même. Parce que vous avez dit que vous lisez tout le temps des sciences sociales, et si j'ai bien compris, alimenter faire des vidéos pour votre chaîne YouTube, c'est devenu c'est votre travail à plein temps finalement. Et donc, comment est-ce que vous organisez pour vivre à partir de YouTube ? C'était quoi ? C'est le déroulement des journées ou comment je remplis mon portefeuille ? C'est quoi la question exactement ? Oui, c'est sûrement. La question, c'est peut-on vivre de sa chaîne YouTube ? Enfin, à quelles conditions est-ce qu'on peut vivre de sa chaîne YouTube ? À quelles conditions je sais pas. De toute façon, il y a plusieurs modèles économiques. Soit la pub, mais la pub pour les vulgarisateurs, c'est pas ouf. Ça force à rentrer dans une politique de flux.
Parce que la pub, ça paye pas énorme en fait. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire plein de vidéos tout le temps, machin. Moi par exemple, ça correspond pas du tout à la manière... moi, faire une vidéo d'1 heure tous les 3 mois, mais alors c'est l'inverse de ce qu'il faut faire, quoi. Donc il y a ça, il y a le financement participatif. Et puis sinon, on peut faire, comme j'avais fait à jeuxvideo.com et comme je fais maintenant avec Mediapart aussi, directement travailler pour un site en fait, qui externalise une partie de sa production comme des piges régulières, quoi, pour un site. Donc il y a plusieurs façons de faire. Après, il n'y a pas besoin d'avoir un public énorme pour être repéré par un site avec lequel on pourrait avoir des affinités intellectuelles ou éditoriales. Après, pour ce qui est de vivre du nombre de vues, là c'est assez difficile. Il n'y a pas de... Comment faire pour vivre de ce qu'on fait déjà, il faut le faire. Et moi, je l'ai fait longtemps gratuitement avant d'arriver à vivre de ce que je faisais. Et je travaillais à côté. Comme tout le monde, je travaillais pour bouffer. Et maintenant, c'est vrai que j'organise mes journées autour de ça, quoi. Donc, je suis comme... en vrai, maintenant, j'ai une vie de quasi-journaliste. C'est-à-dire, je fais la presse tous les matins, je regarde tout ce qui traîne, je bouquine, je discute avec des gens, je bouge un peu en France. Ouais, mais je pourrais... Oui, voilà. Je sais pas, j'ai pas compris le sens de la question. Donc je sais pas si ma réponse a beaucoup de sens, elle aussi. Mais... Non, mais c'était ça la question. On arrive un petit peu vers la fin de ce live. Et du coup, on va prendre la dernière question qui est de Charlie qui nous demande que ferez-vous le soir du premier et du second tour, les soirs des premiers et second tours? Alors, le soir du premier tour, moi, je voulais faire une contre-soirée électorale. Genre, je voulais organiser avec Linguisticae, donc un autre camarade de YouTube, et puis Thibaut Jeandemange, avec qui j'écris l'ère de la campagne. On voulait faire une soirée électorale bis, quoi, où il y aurait plus de jeunes, où il n'y aurait aucun élu. On voulait faire ça sans aucun élu, avec des chercheurs, avec des jeunes. Voilà, on voulait faire un autre truc. Et on s'est fait refuser le local, ça n'a pas été possible. Donc ça, je pense que ça ne va pas se faire. C'est ballot, on n'a pas les moyens techniques. On voulait les moyens techniques de Sciences Po Lyon, puis c'est pas possible. Au deuxième tour, je pense que je vais boire, hein. Je pense. Mais pourquoi? Parce que je sais pas, si ça se passe bien, ce qui est très très peu probable, déjà on fêtera ça. Si ça se passe mal, on oubliera ça. Mais dans tous les cas, il faudra boire, hein, parce que ça va être dur. Et puis surtout préparer la suite. Préparer la suite, et la suite c'est des mouvements sociaux. Peu importe ce qui se passe. Peu importe, là parmi les 5 grands clients du débat de lundi, peu importe celui qui passe, il faut des mouvements sociaux derrière. Ah oui? Peu importe celui qui passe? Bah oui. Le Front populaire, il est élu, mais il faut des mouvements sociaux pour obtenir des choses. Et de toute manière, même un gouvernement progressiste, s'il arrive là, il faut qu'il soit poussé au cul, parce que sinon il ne se passe jamais rien. Sinon il s'installe tranquille dans l'or des palais, il fait ses petites mesures, et puis dans les administrations, dans les ministères, de toute façon, les administrations n'ont pas changé, donc ça ne va pas vite, les technocrates sont toujours là. Donc non, il faut une poussée populaire, et puis s'il y a en effet des formes de réaction, quelles qu'elles soient, en face, là, il va falloir une résistance considérable. Il va falloir commencer à organiser... Puisqu'ils ne veulent pas nous donner la démocratie qu'on voudrait, il va falloir commencer à organiser nos formes de démocratie aussi dans nos coins, je sais pas. J'imagine que cette résistance, elle passera, ça permettra d'alimenter encore plus votre chaîne finalement. Ah mais c'est une période, historiquement, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, que intellectuellement, historiquement, c'est une période dangereuse, grave, mais de bascule, quoi, de changement. Il y a plein de métamorphoses qui sont en cours et à accompagner, moi, je suis très content d'avoir 30 ans. Parce que bon, je vais bien finir par être un vieux con et être à côté de la plaque. Mais tant que je suis encore un petit peu jeune et un petit peu en phase avec les changements qui sont en train d'advenir, je suis content de pouvoir essayer de les accompagner le plus longtemps possible. Peu importe les formats, peu importe les circonstances, j'essaierai d'être là. Ouais. Ok, merci. Et donc on arrive à la fin de ce live. Merci de l'avoir suivi, de nous avoir posé vos questions. Merci à vous, Usul, pour votre participation. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très bientôt. Dès la semaine prochaine, on recevra Hugo Décrypte. Merci, à bientôt.